Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui nous vient du Bénin. Elle est avocate de profession, elle est même présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, ancienne ministre. Elle est aujourd'hui candidate à l'élection présidentielle de son pays. Marie-Élise Bédo est notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Comment se porte le Bénin aujourd'hui? Politiquement mal. Le Bénin se porte politiquement mal et par rapport à la gouvernance que nous avons connue depuis 10 ans. Et il y a un besoin de vrai changement et surtout de rupture avec le système actuel. Mais apparemment, vous avez une responsabilité aussi dans ce bilan que vous décrivez, la gouvernance des 10 dernières années, vous y avez participé. Ben oui, je vais pas m'y échapper de toute façon, puisque j'ai été ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, j'ai été ensuite ministre de l'Industrie, et des petites et moyennes entreprises et du commerce. Et je ne peux pas me dédire, mais c'est que quand même, quand on fait un bilan, on voit ce qu'il y a de négatif et du positif. Et par rapport à certaines décisions prises au sommet de l'État, je peux dire que on est mal aujourd'hui. Moi, je suis sortie en temps du gouvernement, mais après, des prises de décision ont beaucoup mis à mal le processus qui a été engagé. Mais je ne vais pas me dédire de ça. Mais certains parlent d'exagération, parlant du bilan catastrophique, parce que c'est ce qui se claironne un peu partout. Mais est-ce que ce bilan est toujours objectif ou bien on fait un peu d'exagération pour crédibiliser la logique de ceux qui font ce bilan? Non, moi, ce que je peux reprocher un peu, c'est la non-application des tests. Surtout pour une juriste comme vous. Voilà, c'est la juriste qui parle et le regard de la juriste par rapport à des actes de corruption qu'on a semblé protéger au sommet de l'État. C'est surtout en cela que je trouve qu'il y a problème. Nous avons dit que nous voulons lutter contre la corruption, mais cette corruption a pour fondement l'impunité et c'est ça qui met un peu à mal l'observatrice que je suis, l'observatrice en dehors. Et surtout quand moi, depuis que j'ai quitté le gouvernement, je trouve qu'il y a un manque de volonté de faire aboutir la lutte contre la corruption. Et surtout par rapport aux acteurs du gouvernement, aux membres du gouvernement qui sont soupçonnés d'avoir commis des impairs, mais qui semblent être protégés. Alors que je vois autour de moi que dans d'autres pays, lorsque vous êtes soupçonné en tant que membre du gouvernement d'avoir été corrompu ou bien d'avoir fait quelque chose en termes de détournement de fonds, vous acceptez. Lorsque le fait est mis sur la place publique, vous n'hésitez pas à demander une démission pour aller répondre de vos actes. Mais ici, il y a comme un blocage du travail que la justice doit faire. Et c'est ça que je suis en train de voir. On vous qualifie de femme de conviction qui n'a pas sa langue dans sa poche. Oui. Mais on estime aussi que vous auriez pu mieux faire dans ces conditions en claquant la porte. Par exemple, pourquoi être resté aussi longtemps? Et du coup, on vous rend solidaire du bilan négatif. Non, mais je pense que quand moi j'étais garde des Sceaux, je vous dis, je n'avais pas vraiment ces problèmes-là. Je n'ai pas vu, parce que j'étais quand même le conseil juridique, le premier conseil juridique du chef de l'État. Et je peux dire qu'en ma qualité de garde des Sceaux, il y a beaucoup de choses que j'ai demandé au chef de l'État de ne pas faire, en le mettant devant ses responsabilités. Et en ce qui me concerne personnellement, moi je suis satisfaite en tant que garde des Sceaux de lui avoir donné certains conseils juridiques et qu'il ne les ait pas suivis. Mais quand je suis sortie du gouvernement, ceux qui m'ont remplacé par rapport aux actions à conseiller au chef de l'État, je ne suis pas satisfaite. Je ne sais pas si... Chacun voit midi à sa porte. Est-ce que ce que vous dites, c'est en quelque sorte après vous le déluge, quoi? Oui, non, c'est pas après moi le déluge, mais je pense que être ministre ne justifie pas qu'on accepte de faire tout ce que le chef demande de faire. Il faut avoir le courage d'aider le chef de l'État à ne pas commettre
certaines... Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Oui. Mais il faut l'amener à le faire. Il faut l'amener à le faire. Vous y arriviez? Moi, j'y arrivais. Et c'est en cela que moi, j'ai le cœur tranquille. J'y arrivais. Et moi, le dossier qui m'a le plus choqué, qui nous a tous choqués, c'est le dossier de PPAA de l'eau. De l'eau. Projet de détournement de fonds destinés à l'eau potable pour les populations rurales. C'est ça. C'est-à-dire que, bon, on aurait pu gérer ce problème autrement, mais on a l'impression que certains ministres sont plus protégés que d'autres. Bon an, mal an, le régime Boni Yayi est en train de dégrader ces derniers jours. Dans la course à la succession, on retrouve aujourd'hui plus d'une quarantaine de personnes. Est-ce que ce nombre, comment ça sonne dans vos oreilles? Moi, ça ne me choque pas du tout. Ça ne me choque pas du tout en ce sens que lorsque nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un système de démocratie et que les esprits se libèrent, les paroles se libèrent, mais les désirs et les volontés se libèrent. Si on était dans un régime autoritaire, vous savez, si vous aviez envie, vous ne pouvez pas le déclarer. Vous avez en face un système autoritaire qui ne permet pas, qui est fermé, bloqué. Aujourd'hui, c'est ouvert. Mais nous avons des institutions pour réguler ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une pléthore de candidats à la candidature, moi je veux dire. Parce que au fini, c'est la Cour constitutionnelle qui dit exactement quel est le nombre. Nous étions partis avec 48 au départ et vous avez vu qu'on est arrivé à 37. Peut-être que dans les 37, il y en auront qui partiront aussi. Pourquoi pas? Les gens ont envie de participer à la chose politique, à la gouvernance politique et donner leur avis. Mais comment se fait-il que tout le monde pratiquement se trouve intéressé présidentiel? Je ne peux pas dire que tout le monde est intéressé. Presque, hein? Non, tout le pays n'est pas intéressé. Peut-être la limite des 15 millions d'habitants. La limite de la caution à 15 millions qui limiterait certaines personnes. Non, moi j'ai écouté la dernière fois sur un poste radio que dans un pays de la sous-région, enfin dans un pays, il y avait plus de 14 000 candidats pour les députations et que après quand leur Sénat a refait le point, on en a retenu 4 000 seulement. Bon, moi je pense que c'est le jeu de la démocratie de laisser les gens s'exprimer et de les laisser dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc moi je ne pense pas que c'est une pléthore et c'est nouveau, quoi. Donc, tout le monde veut y aller. Donc, c'est la vivacité de la démocratie, comme le disent certains. C'est la vivacité de la démocratie, le dynamisme possible. Donc, le plus important, c'est que nos institutions puissent faire le travail qu'il faut pour que le nombre soit digeste par rapport aux actes qu'on doit poser, au respect des tests pour être candidat effectivement et participer à l'élection présidentielle, c'est tout. On va évoluer dans cette émission pour la gouverne de nos téléspectateurs. Vous n'êtes pas à votre première candidature. Je crois que ça fait la quatrième ou la cinquième fois. Ça fait la quatrième fois que je me présente. Mais est-ce que vous avez tiré leçon de vos candidatures passées? Évidemment, parce que, bon, effectivement, je fais le point après les résultats et le point de mes échecs. Et je me dis toujours, cette fois-ci, je vais y aller autrement. Je peux vous dire que la stratégie que j'ai mise en place cette fois-ci n'est pas la même que celle que j'avais en 2011, ni de 2006, ni 2001. Parce que, vous savez, je suis rentré dans ce combat un peu comme une idéaliste. Et là, vraiment, je peaufine. Je n'ai pas de parti politique, ça on me le reproche, mais on ne m'a pas prouvé que c'est forcément parce qu'on est un parti politique qu'on devient président de la République. Ça, je le dis toujours. Bon, j'ai un mouvement qui m'accompagne et par rapport aux leçons que nous avons tirées, nous voulons faire mieux cette fois-ci. Est-ce que vous tirez vraiment de bonnes leçons? C'est ce que nous allons commencer par voir dans la seconde partie de cette émission. Mais avant, chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. Nous allons marquer une pause dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.